Bonjour, chers étudiantes, chers étudiants. Ravi d'être avec vous pour une nouvelle séance qui porte sur les instruments de paiement et de crédit. Cette séance sera consacrée à une révision, autrement dit à la méthodologie, comment on répond aux réponses le jour de l'examen ou bien pour les concours. Alors, cette séance va être consacrée à la méthodologie d'un cas pratique et à la méthodologie de la dissertation. On va commencer par le cas pratique. Alors, quand je parle d'un cas pratique, je veux dire qu'il y a un ensemble de faits et ces faits, on doit, nous, en tant qu'étudiants, les transformer en tant que droit. Autrement dit, je vous donne le fait et vous allez me donner le droit. Et c'est ainsi que le juge s'adresse aux parties. Si le professeur vous propose un cas pratique, il s'adresse à vous et il vous dit probablement je vous donne les faits et donnez-moi le droit. Résoudre un cas pratique consiste à rédiger une consultation juridique, c'est-à-dire à trouver une solution juridique concrète et justifiée à un problème posé par une situation de fait. Clé de voûte de différents concours, puisque le cas pratique est l'une de plusieurs épreuves écrites ouvrant l'accès, par exemple, à la profession notariale. Ce que l'on nomme cas pratique à l'université se manifeste en réalité sous deux formes principales. Soit on est face à un cas pratique, soit on est face à une consultation. Mais il y a une différence entre les deux. La consultation est un exercice très proche du cas pratique. D'ailleurs, beaucoup d'enseignants, la consultation et le cas pratique désignent le même type d'exercice. Pour d'autres enseignants, la consultation est un exercice plus difficile que le cas pratique pour deux sortes de raisons. D'abord, parce que les données de fait d'une consultation sont souvent présentées d'une façon désordonnée et incomplète. Parfois encore, elles comportent des détails inutiles. En effet, il s'agit de mettre l'étudiant dans la situation de l'avocat qui écoute un client n'ayant aucune connaissance juridique. Exposer, ou bien des faits qui sont exposés d'une manière confuse, des événements dont les uns peuvent être pertinents ou bien incomplets et les autres peuvent être inutiles. Il appartient donc à l'étudiant d'éliminer les faits non pertinents. Ensuite, parce que les questions posées dans une consultation peuvent être délibérément imprécises. Il est vrai que le client qui consulte par exemple un avocat se contente le plus souvent de lui demander ce qu'il en pense. Il en résulte que l'étudiant doit envisager lui-même toutes les hypothèses possibles et déterminer les problèmes juridiques. Par exemple, on peut se poser la question suivante: quel conseil pouvez-vous donner à M. X ou bien à Mme Y en présence de cette situation? M. X vous demande de l'éclairer. En revanche, dans un cas pratique, les questions sont généralement formulées avec précision et des fois elles sont numérotées. Par exemple, on peut dire « Monsieur X peut-il exercer une action contre le vendeur ?» ou bien Monsieur Y ou bien Madame Y peut se marier avec Monsieur X. Alors, on est face à une situation ou bien à une question précise. Le cas pratique présente sous une formulation impersonnelle des situations qu'il vous appartient de qualifier juridiquement, posant plus ou moins implicitement des difficultés juridiques qu'il vous appartient de solutionner. La consultation
relate les mésaventures d'une personne, elles vous sont contées par l'intéressé lui-même afin que vous l'aidiez à prendre les mesures ou bien les meilleures décisions. L'on voit bien qu'ici vous êtes amené à examiner les difficultés sous l'angle de l'intérêt de votre client. Cela ne signifie pas que vous deviez perdre toute objectivité. L'intérêt de l'exercice d'un cas pratique est de vous habituer à mettre en pratique vos connaissances. Cette épreuve, en vous plaçant dans la situation d'un professionnel du droit, vous montre l'utilité des règles juridiques dans la vie de tous les jours. Cet exercice consiste à vous donner une situation avec des faits précis et à vous poser une question sur le devenir de ce qui est exposé. Le cas pratique se présente sous la forme d'un énoncé, exposant une situation particulière qui n'est pas toujours rédigée en termes juridiques. L'expression utilisée est donc simple, le vocabulaire parfois peu précis et des fois inadapté. Ainsi, une personne qui a disparu par exemple ne relève pas forcément du régime juridique de la disparition ou bien de l'absence. Elle peut simplement avoir quitté son domicile, par exemple son domicile conjugal, pour une simple histoire de cœur ou bien pour X raisons. Quand on est face à un cas pratique, la question qui se pose, qu'est-ce qu'il peut ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, vous devez utiliser vos connaissances pour bâtir un raisonnement juridique. Ce raisonnement doit vous conduire à apporter une réponse précise, juste, exprimée d'une façon claire et aussi justifiée par des dispositions normatives ou par des décisions jurisprudentielles. Les connaissances précises. Pour aborder un cas pratique, vous devez maîtriser les notions juridiques qui s'y rapportent. Connaître la jurisprudence constitue un atout essentiel pour réussir votre cas pratique. D'une part, chaque décision de principe touche un problème d'interprétation d'une règle du droit. D'autre part, les rédacteurs des cas pratiques s'inspirent très fréquemment des faits à l'origine des décisions rendues. Bien entendu, il n'est pas possible d'avoir à l'esprit toutes les décisions relatives aux problèmes suscités par les faits, mais connaître le sens des arrêts de principe, c'est-à-dire les décisions importantes. Cette connaissance suffit pour réussir votre cas pratique. Généralement, il concerne des questions traitées en travaux dirigés ou bien des décisions évoquées en cours. Il faut faire attention, dans certains cas et dans certaines situations, la clé de votre problème peut se trouver dans une situation ou bien dans une décision très récente que vous n'avez pas encore étudiée, mais dont les faits ressemblent d'une façon approximative à la situation que vous devez résoudre. C'est la raison pour laquelle on demande à nos chers étudiants de se baser sur des manuels qui sont récents. Posséder de bonnes connaissances juridiques est certes indispensable, mais cela ne suffit pas. Votre examinateur, votre professeur, votre correcteur attendent de votre part un véritable raisonnement juridique. Dans un cas pratique, il faut oser, il faut parler de l'opinion. Donnez votre avis, mais cet avis, il faut qu'il soit impartial. Si vous plongez dans la peau d'un professionnel, par exemple, pour vous aider à adopter la bonne attitude psychologique face au cas pratique, on vous conseille, ou bien je vous conseille, de prendre la robe du juge plutôt que celle de l'avocat. C'est une question d'impartialité. Certains avocats n'hésitent pas
à encenser le comportement du client qui vient les voir. À l'inverse, le juge soupèse les arguments en faveur de l'un et ceux le desservent. Cette évaluation objective et impartiale d'une situation juridique est précisément celle que l'on attend que vous exprimiez. Dans un cas pratique, il faut trouver un raisonnement. Mais ce raisonnement, il faut qu'il soit juridique. La résolution d'un cas pratique suppose d'adopter une véritable démarche juridique. Votre correcteur accorde plus d'importance à la démonstration de votre raisonnement qu'à la réponse elle-même. Le raisonnement, c'est le cheminement intellectuel, étape par étape, qui vous permet d'identifier le problème, de le transposer en termes juridiques, d'exposer les règles juridiques applicables et de formuler bien sûr une réponse justifiée. Une copie qui se contente d'apporter une solution, même si la solution elle est exacte, ne peut pas obtenir la moyenne, faute de raisonnement juridique. Justifier juridiquement vos réponses est une étape très essentielle dans le traitement d'un cas pratique. Les affirmations ne reposant sur aucun fondement juridique, mais uniquement sur des considérations personnelles de bon sens, ont peu de valeur dans le traitement ou bien ont peu de valeur au niveau de la notation. Vous devez raisonner comme un juriste et il ne faut pas se fonder que sur la loi, bien sûr, dans un sens général à cette dernière. Sur le fond, votre démarche doit vous mener à la décision que rendrait probablement le juge si le litige lui était soumis. Pour mener à bien votre cas pratique, vous devez donc procéder d'une façon cumulative à plusieurs étapes. Une connaissance de la théorie. Il vous faut bien entendu connaître les règles de droit et les hypothèses abstraites dans lesquelles elles peuvent s'appliquer, c'est-à-dire le champ applicable ou bien le champ d'application ou leurs conditions d'application. Une connaissance de la pratique, bien évidemment. Il vous faut aussi et surtout savoir comment les juges appliquent la règle de droit. Connaître la théorie ne suffit pas, il faut aussi avoir compris dans quelles circonstances de fait elle va pouvoir s'appliquer, c'est-à-dire, concrètement, avoir en tête quelques arrêts rendus sur la question. Bien évidemment, l'impartialité et l'objectivité de l'opinion ne suffit pas, mais il faut une motivation de cette opinion. Il faut avoir eu un client devant soi pour savoir qu'un avis insuffisamment motivé ne le convainc plus. Et nous amène dans des discussions, nous présentant son sentiment personnel, de sorte qu'on se demande bien vite pourquoi il est venu nous consulter. C'est pourquoi la consultation ou bien le cas pratique doit être solidement argumenté. Il s'agit de renseigner, mais il s'agit aussi de convaincre. De là vient le fait que la valeur d'une réponse, le cas échéant, exacte, réside toujours dans l'argumentation qu'il apporte. Des lois, règlements, jurisprudence et doctrine. L'ensemble constitue, chacun bien sûr à son degré, les rubriques de l'édifice qu'il vous est demandé d'ériger. Cependant, il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas parce que vous devez argumenter et démontrer qu'il vous suffit de disserter sur la question. Vous devez garder à l'esprit que votre but est de mettre à jour ou bien au jour une solution juridique. La solution qu'on doit chercher au problème soulevé. Ici, le droit est le vassal de la solution. Dans un cas pratique, vous ne devez jamais parler de droit pour parler de droit, mais toujours pour parler des conséquences de fait.
L'énoncé de votre cas pratique vous place soit dans la peau d'un avocat chargé de défendre les intérêts de son client, soit celle d'un magistrat obligé d'apporter une réponse motivée en droit au litige qui lui est soumis. Adopter une position claire, une position précise et justifiée sur le problème en fonction du rôle qui vous est assigné. Les conséquences de votre intervention peuvent être pesantes. Imaginez par exemple que vous proposiez à la personne venue vous consulter la saisine de la juridiction civile, alors qu'en réalité, les faits peuvent être qualifiés en infraction pénale. Vous venez par exemple de lui fermer les portes du tribunal pénal en vertu du principe selon lequel le choix de l'action civile est irrévocable. La même chose que quand vous proposez une voie de recours précise et laissez passer par exemple le délai pour former un appel ou bien un pourvoi. Généralement, une seule solution par problème doit être envisagée. Toutefois, votre correcteur ne vous reprochera pas d'en développer une seconde si elle est justifiée en droit par un solide raisonnement. Si un élément de fait manque et que vous ne pouvez pas adopter de manière certaine une solution, votre cas pratique est alors ouvert. Proposez toutes les solutions envisageables. Une question très importante au niveau du plan. Est-ce qu'on doit élaborer un plan dans un cas pratique ou pas? Le bien fondé d'un plan est discuté. Certains enseignants l'exigent, d'autres le déconseillent. Bien évidemment, personnellement, je pense qu'un plan qui résume les étapes que vous allez adopter pour structurer votre réponse autour d'un plan mettant en valeur la problématique reste une chose très conseillée. Dans un cas pratique, plusieurs choses ou bien plusieurs écueils à éviter. Il ne faut pas passer à côté de l'énoncé, c'est une chose très importante. Prenez votre temps pour lire le sujet. Il ne s'agit pas de passer à côté d'un fait en apparence peu important et qui s'avérerait primordial par la suite pour la résolution du cas pratique. Portez une attention particulière aux données chiffrées, ainsi qu'aux indications de lieu et de temps, et n'hésitez pas à faire un schéma sur le brouillon. À la lecture d'un cas pratique, vous devrez vous rappeler cette première règle. Toutes les phrases, toutes les virgules et tous les paragraphes ont été choisis et organisés d'une façon précise. Ne croyez pas que certains mots ne servent à rien. Même ceux qui pourraient être placés dans l'énoncé, sans intérêt a priori pour les réponses à donner, ont leur utilité. Vous faire douter, par exemple, ou bien vous obliger à gérer des informations disparates, rien n'est fait au hasard dans un cas pratique. À l'inverse, il n'est pas question de réécrire l'énoncé. Ne voyez pas des mots qui n'y sont pas. Lisez la question comme elle est posée et pas comme vous auriez préféré l'avoir posée. Ne faites pas d'affirmation sans justification. Fournir une réponse sans expliquer son cheminement n'a aucun intérêt. Rappelez-vous que la finalité de l'exercice est d'apprécier votre aptitude à utiliser des connaissances et à raisonner d'une manière juridique. Aussi, ne faites pas l'impasse sur la jurisprudence. Il faut réviser les fiches d'arrêt faites en cours ou bien en TD et renseignez-vous sur la jurisprudence récente. Le cas pratique, dans certains cas, peut s'en inspirer. Dans les grandes lignes,
plusieurs étapes à prendre en considération pour traiter un cas pratique. Déceler et formuler le ou les problèmes de droit, isoler la ou bien les règles applicables et appliquer la règle de droit applicable. Alors pour ce faire, on peut isoler trois principales étapes. L'extraction des données importantes, la recherche des réponses et la formulation des réponses. Les deux premières étapes ont lieu au brouillon, bien sûr, et la troisième au propre. Quand on parle de l'extraction des données importantes, les données qu'il vous faut collecter sont contenues au sein des faits dont le récit vous est livré. Au lieu et place d'un tel récit, on pourrait parfaitement imaginer que les pièces d'un dossier vous soient soumises. Par exemple, une lettre, une reconnaissance de dette, un contrat de prêt ou bien un testament. Il vous faudrait extraire les données importantes. Malheureusement, adapter ou bien adopter cette technique dans le cadre d'un examen d'une heure ou bien d'une heure et demie n'est pas une chose qui est facile à gérer. Mais qu'est-ce que ça veut dire les données importantes? Sont celles qui posent une solution explicite ou bien une solution implicite, ainsi que celles qui permettent d'apporter une réponse. La plus grande attention est donc requise puisqu'un mot peut dissimuler un autre, peut dissimuler une règle. Or, leur compréhension n'est pas toujours facile. Les mots utilisés dans le récit ne sont pas nécessairement juridiques. Et alors même qu'ils le sont, certains d'entre eux peuvent parfaitement être erronés. Pour extraire les données qui sont importantes, il faut s'autoriser à lire 2 ou plusieurs fois l'énoncé. Bien sûr, chacun a sa méthode, mais je crois au niveau du brouillon, il faut arriver à un point où on peut distinguer les éléments qui sont importants et les éléments qui ne le sont pas. Vient ensuite l'étape du recensement des faits intéressant les questions. Comme dans une dissertation, qu'on va voir plus tard, dans laquelle on délimite le sujet. Dans un cas pratique, cette délimitation du sujet résulte du recensement des questions posées. Les questions sont de 2 sortes. On peut vous demander, par exemple, quel résultat juridique est prévisible, et on peut aussi vous demander quels moyens juridiques sont préférables. Il faut faire attention, car les questions à se poser ne sont pas toutes posées dans l'énoncé. Certaines sont posées d'une façon explicite, d'autres d'une façon implicite. Le recensement des faits intéressant les réponses est une étape aussi très essentielle, car ce n'est pas parce qu'un fait est énoncé qu'il est important, mais à l'inverse, ce n'est pas parce qu'un fait est absent qu'il n'est pas conditionné par la solution. Certains sont là pour être utilisés effectivement dans la recherche de la solution juridique à une question donnée. Certains ne sont là que pour habiller l'histoire et la rendre plus crédible en quelque sorte. Certains faits sont parfois là pour vous entraîner vers des réponses erronées. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention aux éléments qui sont intéressants. Le recensement des dates. Au fur et à mesure de votre lecture, lorsque vous reportez les faits importants dans la colonne, par exemple au niveau du brouillon, il faut transcrire également les dates qui leur correspondent. Les dates n'ont pas seulement pour objet de positionner chaque événement dans le temps, elles peuvent considérablement influencer la solution du cas. En droit, en effet,
Les délais sont divers. Il suffit de donner quelques exemples. Par exemple, la date de la prescription, la date quand on parle, par exemple, du chèque comme un instrument de paiement pour recourir au paiement d'un chèque sans provision. Alors, la date ou bien le temps est un élément essentiel au niveau d'un cas pratique. La deuxième étape, c'est la recherche des réponses. Pour chaque solution, il ne suffit évidemment pas de dire que le client va gagner, par exemple, ou bien qu'il va perdre. Mais il ne s'agit pas non plus de se contenter de nommer la règle qui doit s'appliquer. Il faut aussi appliquer cette règle. Attention, lors de la recherche des réponses au niveau du brouillon, ne rédigez surtout pas de phrases car le temps peut être fatal au niveau de la rédaction finale. Après cette étape, vient ensuite la formulation, bien l'étape de la formulation des réponses. Quelle que soit la formule rédactionnelle que vous choisissez, elle doit toujours respecter la structure habituelle de la réponse à un exercice rédigé, c'est-à-dire une introduction, un corps de droit et une conclusion. Au niveau de l'introduction d'un cas pratique dépasse rarement une vingtaine de lignes. Compte tenu de la brièveté de l'introduction d'un cas pratique, sa rédaction doit être directement sur la feuille propre. Nombreux sont les étudiants qui relatent les faits en introduction. Pas nécessaire parce que l'énoncé fait foi du contenu du cas. Au niveau du corps du devoir, le corps du devoir est composé d'une colonne vertébrale, c'est-à-dire qu'il s'agit des éléments qui sont importants pour convaincre et pour donner votre réponse. Le plan, plusieurs possibilités sont envisageables, soit la possibilité d'un plan bipartite, ça veut dire en deux partie qui permet d'apprécier l'esprit synthétique de la rédaction ou bien du candidat, et on peut construire un plan à partir des questions, des réponses ou même à partir des personnes concernées. Au niveau de la conclusion, la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on doit mettre une conclusion dans un cas pratique ou pas? Alors, les positions doctrinales divergent dans la mesure où ce qui est préférable, c'est de faire un petit résumé à la solution que vous avez trouvée au sein du corps de votre problème. Ça veut dire qu'au niveau de la conclusion, je vais faire d'une façon brève, d'une façon concise, le résultat, ou bien je vais faire un rappel du résultat que j'ai déjà annoncé au sein du corps même du cas pratique. Je vous remercie et à la prochaine séance, Inch'Allah.